Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous faire une netcoding sur le Git Flow cette semaine. Donc, je vais commencer par vous faire des petits rappels sur le Git pour voir un petit peu. Et je pense que c'est un bon petit outil, on va dire outil, ouais, pour vous lancer sur la gestion de projets en groupe. D'accord. Donc je vais essayer de commencer par d'abord vous faire des petits rappels sur le Git. Donc, on va faire ça sur VS Code. Hop. Donc, donc là, je suis sur un petit projet, un répertoire GitFlow que j'ai créé avec déjà des petits documents, on verra. Je vais vous faire un petit rappel déjà. Donc là, c'est un répertoire, si je le liste, il n'y a strictement rien dedans, c'est juste les trois documentations que j'ai faites. Donc, comment on initialise un repository avec Git? On fait la commande git init. À partir de ce moment-là, donc moi, mon interface me permet de voir directement sur quelle branche je suis, la branche main, le nombre de documents qui sont pas committés, donc là le 2. Vous avez cette commande également qui vous permet de voir les branches existantes. Là, il n'y en a aucune, c'est normal, je n'ai fait que initialiser mon repo. Il n'y a pas de branches, de commits qui ont été créés, donc pour le moment, j'en ai aucune. Il y a une autre commande, git status, qui va vous permettre de voir en fait justement l'état de votre repository. Donc là, vous voyez que les fichiers non traqués, ce sont le readme, le docs. Vous pouvez faire un git add readme par exemple. Ici, je refais un git status. Vous voyez que ça passe au vert pour montrer les changements qui ont été faits. Là, je suis sur VS Code. Donc je vais en profiter également pour vous montrer. Il y a un onglet de sourcing et vous voyez bien que là, ils appellent ça les staged. Donc c'est les fichiers qui sont prêts à être committés. On voit bien qu'il y a le readme. Si j'appuie sur le moins, il va s'enlever. Et là, si j'en fais le git status à côté pour vous montrer, il repasse en rouge. Bon, moi, c'est ma colorimétrie qui fait ça, mais vous aurez peut-être une autre couleur pour ça. Mais ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est vraiment au titre. Ici, vous n'avez rien qui a été commité. Vous me voyez jusqu'à maintenant faire un git add le nom du fichier. Ne faites surtout pas, comme vous pouvez trouver sur internet, un git add point, puisqu'un git add point va vous permettre de tout rajouter dans votre repository. Le problème, c'est que ça va également rajouter tous les fichiers que vous ne voulez pas forcément commiter, du type les fichiers temporaires, les fichiers compilés, ce genre de choses. Il y a toutefois un truc qui vous permet de faire une bonne chose par rapport à ça, et que ça marche quand même s'il ne faut pas l'utiliser, c'est un fichier gitignore. Donc, vous l'appelez git.gitignore, donc le point pour pas qu'on le voit. Et par exemple, si je mets .gitignore pour ne pas mettre ce fichier-là, d'accord, vous allez le voir, il devient en gris ici. Et si je refais un git status, normalement, vous voyez que ça n'a rien changé. Si je l'enlève, là, tac, git status, vous voyez que le gitignore est bien dedans. D'accord ? C'est pour vous dire. Donc là, par exemple, je ne veux rien mettre de ma documentation, MD. Je peux mettre des répertoires ici, par exemple. Et là, si on repasse le git status, vous voyez que je n'ai plus rien à commiter. Tout ça pour vous dire, ça c'est juste un petit rappel par rapport au Git en règle générale. Donc normalement, ce qu'on doit faire, c'est un git init, un git add pour rajouter les fichiers à commiter, et ensuite vous mettez normalement un git commit-m pour le message avec un string pour spécifier le message que vous voulez. Dans VS Code, vous arrivez ici, donc là par exemple, on va enlever ces deux-là. Hop.
pas sur les bons trucs, ça va pas aller. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez que tout revient. Si j'appuie ici, hop, on peut y mettre Initialize my readme file. Voilà. Alors moi je suis sur Mac, donc je vais appeler commande entrée pour valider mon commit. Sinon sur Windows, ça serait contrôle entrée. D'accord. Là si je fais ça, j'ai bien commité. Vous avez une autre extension sur VS Code qui s'appelle GitGraph, qui vous permet de visualiser un petit peu vos différents commits. Donc on va l'utiliser un petit peu aujourd'hui pour voir un petit peu. Alors je vais bouger ça comme ça. On va voir, je vais pouvoir voir également vos commentaires. Voilà. Donc je vois en même temps vos commentaires dessus, donc ça devrait être bon. Donc là on a fait le git add. J'ai fait mon git add en ligne de, non pas en ligne de commande, avec mon VS Code directement. Ça serait exactement la même chose avec ma ligne de commande. J'aurais fait juste un git add readme et j'aurais commité derrière. D'accord. Voilà, on a fait les bases. Je vais revenir aussi dessus, c'est-à-dire que ça vous me le rappellerez, mais je vais vous dire aussi comment commencer un projet déjà existant, comment l'envisager. Ça, je vais en prendre. C'est pas le but le plus gros but de la journée, c'est surtout de voir Gitflow. Je vais vous montrer des explications, donc pourquoi, quelles sont les problématiques en faisant juste ça. Là, en fait, vous travaillez sur la branche main. La branche main, c'est la branche de production. La branche de production, c'est celle que vous allez mettre en production, donc sur votre site, par exemple, ou sur votre application directement. Le but, c'est de ne pas avoir de bugs, ou d'en avoir un minimum. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une autre branche, que je vais... git branch develop, normalement. Là, si je fais un git branch, je me retrouve avec ma branche main actuelle et la branche develop que je viens de créer. Donc, la branche develop, l'intérêt, c'est de dire, bon, bah voilà, je vais faire mes tests dessus, et dès que je ne vois plus d'erreurs, il peut y en avoir encore, mais dès que j'en vois plus, je vais tout pusher sur la branche main. D'accord? Donc, on va rapatrier ça, on va faire un merge de la branche develop sur la branche main. Le truc également, c'est que si on est tout seul, ça va, ça c'est un bon fonctionnement, mais quand on arrive à plusieurs, et c'est ce qui va arriver assez rapidement, vous allez peut-être travailler sur une feature, pusher, mais vous ne l'avez pas terminée. Ça peut avoir un impact sur la feature de votre collègue. Donc, avoir une seule branche pour plusieurs développeurs, c'est pas bon. Et là, c'est le cas. On a une branche main, une branche develop, mais c'est des branches communes. Donc, normalement, ce qu'on fait, donc là, je vais me faire d'abord un git checkout pour venir sur la branche develop. On voit que j'ai bien switché. Si je fais un git branche, ma branche develop devient verte parce que c'est la branche courante, avec l'astérix en plus. Voilà. Et là, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un git branche. Alors, je vais changer d'ailleurs pour vous montrer d'autres spécificités. Vous avez la git branch et la branche name pour créer une branche, mais pas switcher sur cette branche. Il y a une autre façon de faire, c'est le git checkout-b pour branche, et on va l'appeler authentication. D'accord? Je fais exprès. Voilà. Là, si je fais un git branch, on voit que maintenant, je ne suis plus sur la branche develop, je suis bien sur la branche authentification. Et puis, donc ça c'est moi. Je vais faire un git checkout develop. Et mon collègue, lui, il va faire un git checkout-b. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire homepage. Donc, git branch, voilà. Et puis on a fait nos différentes branches. Donc moi je vais travailler sur ma homepage, mon collègue sur la branche authentification, on va travailler, nickel. Et puis on va tout pusher sur notre branche, quand on va merger sur la branche develop.
Alors vous pouvez passer par une pull request, ça c'est une bonne chose. Une pull request, c'est en fait grâce à GitHub, vous allez demander à ce que la branche, par exemple, de la feature homepage soit mergée sur la branche develop. L'intérêt de ça, c'est que vous allez demander à votre collègue de vérifier tout ce que vous avez pushé. D'accord ? Ça donne une certaine vérification sur votre fonctionnement. Je vais intervenir là-dessus un petit peu plus tard en vous montrant comment ça fonctionne avec GitHub. D'accord ? Là, le problème, ce que je voulais vous montrer, c'est que Authentification, homepage, on ne voit pas réellement que ce sont des features. Donc, c'est pas super bien. Alors, je vais aller chercher une commande quand même, que je me souviens plus. Voilà. On cherche sur internet. Voilà, je pense que ça va être bien. Sauf que le site est mort, donc c'est pas cool. Et on va aller sur Stack Overflow qui va beaucoup nous aider. Alors, voilà, c'est ça. Je me souvenais plus. Donc, en gros, vous avez deux manières de faire. C'est que je vais supprimer. Là, heureusement, j'ai pushé aucune branche. Mais je vais supprimer localement mes deux branches. Donc, je vais faire git branch -d pour delete et authentication. Voilà. Et on voit bien que ça a été supprimé. Donc, si je fais un git branch, on voit que la branche authentication n'est plus là. Si on avait pushé la branche authentication, il y a toujours moyen de faire un git push -d. Et alors là, normalement, c'est la branche remote. Donc normalement, je pense que ça commence par remote et ça aurait été authentication. Là, on aurait pushé, on aurait non, je me gourre, c'est pas ça. C'est git push origin -d origin et ça aurait été le nom de ma branche authentication. Donc là, on aurait pushé la suppression de la branche authentification sur, par exemple, GitHub. D'accord. Donc voilà les deux manières de faire pour supprimer une branche. Alors, je vais en profiter pour supprimer mon autre branche. Donc, alors, je ne vais pas pouvoir faire ça si je suis dessus. Donc, je vais faire un git checkout develop. Et là, un git branch -d homepage. Donc je vous disais que ces deux branches, je les avais créées, mais on ne voit pas vraiment que ce sont des branches de features. Comment faire pour standardiser un petit peu tout ça et puis pour faciliter le travail un petit peu? Il y a ce qu'on appelle le git flow. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Alors, voilà, on va passer là-dessus. Et donc, voilà, je fais une transition avec ce site-là. Ce site que vous pouvez chercher, donc je vais vous montrer comment je l'ai trouvé. Vous allez sur une nouvelle page, c'est gitflow cheat pour tricher sheet, la feuille de triche, et vous tombez sur une page GitHub directement. Je vais cliquer dessus pour vous montrer, mais en gros, vous arrivez directement sur d'ailleurs c'est un peu long, cette page qui va vous simplifier beaucoup la compréhension. Vous allez voir, c'est super bien fait. Donc, premièrement, il vous explique comment l'installer. Donc là, vous allez à la partie macOS, vous allez à la partie Linux, et tant pis pour la partie Windows, vous voyez que c'est plutôt complexe. D'accord. Le but de ça, c'est de pouvoir l'installer. Et en fait, Gitflow, ce sont juste des raccourcis, vous allez voir. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir les utiliser en local. Vous allez voir à la fin du site, il y a tout un récapitulatif. J'ai d'abord essayé de vous expliquer un petit peu la chose. Donc là, on schématise Git
les interactions avec des branches, avec des lignes. Alors ça peut être vertical, ça peut être horizontal, dans notre cas c'est vertical. Les points, ce sont des commits, d'accord ? Et les couleurs, c'est pour que par la suite vous rappeliez un petit peu les branches qu'on va utiliser. Vous voyez qu'en fait la branche develop, c'est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, on va la garder en bleu. La branche, je pense que c'est la branche orange, non, c'est la branche, voilà, la branche bleu ciel, ça sera la master. Alors maintenant, la convention, c'est d'utiliser la branche main plutôt que master, mais c'est la même chose. Je reviens au départ. Et en fait, ça se formule comme ça. Vous avez git flow, git plus loin flow, pour dire maintenant on utilise les raccourcis de git flow. Alors là, c'est feature, mais vous verrez que ça pourrait être une autre fonctionnalité, feature, et l'action qu'on veut, le start. Et effectivement, le nom de la feature. Donc en fait, là, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que dans notre cas, my feature, ça aurait été authentification. Et il m'aurait créé une branche feature / authentification. De cette là, en fait, toutes vos branches seront préfixées par feature / pour quand vous allez démarrer une nouvelle feature. L'intérêt, c'est que tout sera standardisé et toutes vos branches feature, vous les reconnaîtrez directement. Et donc vos collègues, surtout, les reconnaîtront. D'accord ? Donc là, on démarre. Et vous voyez qu'en la finissant, quand vous allez mettre finish à la place de start, il va automatiquement tout merger sur la branche develop. Alors vous allez me dire, oui, c'est ultra simple de faire ça. On fait un git merge et puis c'est bon, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est pas dans ces cas-là, c'est dans les cas un petit peu plus complexes. Donc là, une feature, il n'y a pas de souci. Vous voyez que vous pouvez la publier. La publier, ça va la publier sur GitHub, sur le repository configuré. Ça pourrait être GitHub, ça pourrait être GitLab. Mais quand vous allez faire des releases, là, ça va être la même chose d'ailleurs, parce que vous voyez que non, ça va pas être la même chose. Vous allez au départ faire la même chose, c'est-à-dire créer une nouvelle branche, pouvoir faire vos commits et ainsi de suite. Mais c'est surtout quand vous allez la publier. Là, vous allez devoir la publier sur la branche develop, mais également sur la branche master, parce que vous dérivez toujours de la branche develop pour créer une nouvelle feature, donc il faut que ça soit à jour. Et votre release, vous allez la mettre en production. Donc vous allez la mettre sur la branche master ou la branche main. Donc là, en une seule commande, il va faire les deux. Donc c'est ultra intéressant. D'accord ? Et ça fonctionne toujours de la même manière. Git, flow, ce que vous voulez faire. Donc là, nous, c'était dans le cas de la release. On va faire le finish. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va publier. Alors, je passe très vite, mais vous allez voir qu'il y a un récapitulatif, encore une fois, à la fin. Donc, je vais vous parler également des hotfix. Les hotfix, en fait, un hotfix, c'est vous êtes sur la branche sur la production de votre projet et vous découvrez qu'il y a un bug. Là, vous ne faites pas une nouvelle branche pour corriger le problème, puis après intervenir. Vous allez perdre trop de temps. Par exemple, admettons que vous êtes sur un site e-commerce et puis que les clients, en fait, ils peuvent commander sans rien payer. Premièrement, je pense que soit vous êtes sûr et certain que c'est juste un petit hotfix qui peut prendre 10 secondes, vous le faites. Sinon, vous mettez en maintenance directement votre site. Je vous le conseille, sinon vous allez perdre énormément d'argent. Si ça peut prendre 30 secondes, vous créez une hotfix. Un hotfix, c'est vous prenez la branche master, vous créez une branche particulière où vous corrigez le problème et pour le republier sur la branche master, tout en la publiant également sur la branche develop, parce que de cette là vous allez corriger la branche develop également, vous corrigez vos deux branches, d'accord ? Mais c'est dans une hotfix, c'est vraiment pour corriger directement la branche de production. Et donc vous voyez qu'avec Gitflow, c'est toujours de la même manière. Vous faites un Gitflow hotfix, ça c'est le type de votre branche. Vous démarrez, alors vous pouvez même mettre la version, le name, voilà. Et vous pouvez finir de la même manière. Vous terminez le hotfix et le hotfix que vous voulez corriger. D'accord ? Tout ça, c'est encore une fois pour standardiser le fait de travailler en groupe. Vous allez toujours avoir les mêmes nomenclatures de branches et travailler de la même manière.
Voilà un petit peu le résumé. Donc vos commandes commencent toujours par git flow. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez. Init, donc là c'est pour commencer votre repo et pouvoir l'utiliser. La feature, si vous voulez créer une feature. La release, si vous voulez faire une release de votre projet. Et le hotfix, si vous voulez corriger quelque chose. Dès que vous avez choisi une de ces trois actions, on va dire actions, vous pouvez faire toutes ces méthodes-là. Donc, vous pouvez la démarrer, vous pouvez la finir, vous pouvez la publier, ou vous pouvez la récupérer directement du repo. D'accord ? Et dernier projet, c'est le name. C'est là que vous allez récupérer indiquer la branche qui vous concerne, sans mettre le feature /, sans mettre le release /, sans mettre le hotfix /. D'accord ? Là, vous mettez juste authentification et ça marchera. D'accord ? Alors, tout ça, c'est bien. Mais, vous allez me dire, vous n'avez pas envie de l'appeler features /. Vous voulez peut-être l'appeler f/ ou fit/, j'en sais rien. Eh bien, il y a toujours possibilité de le faire. Alors, c'est pour ça que je vais revenir sur mon projet. Donc, voilà, donc on passe par là. On vient ici. Donc là, je suis sur mon projet. Donc, je vous rappelle que pour initialiser mon git flow, je fais... Alors, avant tout, je suis sur Mac, donc je vais vous faire un petit brew search git-flow. Vous voyez qu'il va aller chercher et il va me lister tous les paquets qui sont en rapport avec git flow. Vous voyez que vous en avez plusieurs. Alors, il a pris comme git now, c'est bizarre. Mais vous voyez qu'il y en a deux au moins qui existent. Alors moi j'avais pris celui-là, mais celui-là fonctionne de la même manière. D'accord ? Et normalement pour l'installer, ça serait un git, non pas un git, un brew install git-flow et ça installerait le paquet, la formule git flow pour l'avoir en local. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire un git flow init pour initialiser votre repo. Et là, il va vous poser une question sur les branches que vous voulez utiliser. Donc, première branche, la branche de production. Nous, on avait déjà une branche main. On lui dit, tu utilises la branche main. Si on voulait utiliser la branche develop, par exemple, on lui a dit develop. D'accord ? Nous, c'est pas le cas. On appuie juste sur entrée puisqu'on va utiliser main. Après, il va nous demander quelle branche on veut utiliser pour le develop. Pour la prochaine release. Et ben, nous, on a déjà notre branche develop, on rappuie sur la branche interne. Et là, il va nous indiquer les différents préfixes qu'on veut utiliser pour les branches, par exemple, de feature. Donc là, par exemple, par défaut, c'est feature /. Comme je vous ai dit, si vous voulez l'appeler fit /, vous l'appelez comme ça, et toutes vos branches feature que vous allez créer commenceront par fit /. D'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder feature. J'appuie sur feature. Un bug fix. Alors, un bug fix, c'est la même chose qu'un hotfix, mais où vous avez plus le temps pour réfléchir à le corriger. Donc là, de la même manière, bug fix, release, toujours la même chose, le même préfixe, je veux garder, hotfix, la même chose. Le support. Vous pouvez choisir les tags que vous voulez utiliser, comment les préfixer. Il y en a qui les préfixent avec un V, par exemple, un V underscore, ce que vous voulez. Alors, les hooks, je me suis jamais trop intéressé à ça dans Gitflow. Les hooks, c'est en gros des scripts que vous allez utiliser à certains events, à certains moments du commit. Donc, pas que du commit d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je vais spécifier où ça se trouvait. Et donc là, par exemple, justement, si je fais un ls-git du point .git de mon fichier hooks, vous voyez qu'en fait, vous avez tous ces hooks qui peuvent être utilisés. Donc vous pouvez par exemple... Alors ça, ce sont des samples. Pour le moment, vous ne les utiliserez pas tant qu'ils sont en sample. Si vous voulez l'avoir, vous les copiez pour toujours l'avoir l'original. Et vous le renommez en, par exemple, commit-message. D'accord ? Je vous invite à regarder le pré-commit par vous-même. Mais par exemple, le pré-commit, vous êtes sur
vous avez un linter, par exemple, un outil qui va vérifier votre code, bah, vous pourriez très bien dire, moi, à chaque pré-commit, je veux vérifier que mon code soit bien linté. Bah, vous pouvez corriger ce hook pour le faire à chaque fois. D'accord. Le problème, c'est que vous devez le faire à chaque repo. D'accord. Mais bon. Donc là, c'était juste la petite aparté sur les hooks. Maintenant que j'ai ça, je peux utiliser mon git flow, feature, start, authentication. Et là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Vous voyez que j'ai switché sur une autre branche, mais par contre, il m'a switché sur une branche feature/authentication. D'accord? Authentication. Si je vous fais un git branch, ça passe en feature authentication. D'accord? Donc ça marche également là-dessus, et donc je pourrais vous faire un hotfix et ainsi de suite. Ça vous permet encore une fois d'avoir une standardification sur vos branches. Alors, ça ne fait pas que ça. Je vais essayer de vous faire un truc. Git add. Alors, oui, git add. On va appeler readme.md et je vais faire un git commit-m add. Alors, vous m'excuserez sur les noms de commit. Readme fine. Voilà. Donc, vous voyez que je l'avais peut-être déjà ajouté git status. Donc, on va faire git add docs and git commit-m add documentation. Bon. Donc, voilà. Là, vous voyez que j'ai plus rien sur ma droite. Et si je refais un git status, vous voyez que j'ai plus rien. Là, c'est bien, c'est nickel. Vous avez fini. Et ben, il y a un truc qui peut être pas mal. Vous n'êtes pas obligé de faire un finish. Vous pouvez faire un git flow feature push authentication. Alors là, ça va pas marcher puisque je n'ai pas j'ai pas de repo. Donc il va me dire que... Alors, non, c'est pas push. Je suis bête. C'est publish. Et là, en fait, là, vous voyez, donc c'est pas possible. Et parce que j'ai pas de repo. Mais si j'avais un repo, en fait, ce qui serait super intéressant, c'est qu'en gros, je peux essayer de le créer à côté. J'ai quand même encore le temps. Je vais essayer de créer un repo chez moi. Donc je vais faire un GitHub. Hop. On va créer un repo de test. Ça tombe bien, j'en ai un. Voilà. Je prends ça. On va faire alors git remote add origin et mon repo. Voilà. Donc en faisant ça maintenant, donc j'ai ajouté mon repo, maintenant il est bon. Si je fais un git flow feature publish authentication, alors est-ce qu'il va marcher? Il est un peu lent. J'espère que c'est pas à cause du réseau. Tiens donc, c'est bizarre, ça c'est un peu long. Ah voilà, il est en train de le faire. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, il crée tout. Et alors là, c'est ça ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en cliquant sur cette URL-là, en fait, il va créer automatiquement une pull request. D'accord? Donc d'ailleurs, en plus, c'est cliquable, c'est bien. Alors, je vais repasser sur ma partie Internet. Alors,
Avant de passer sur la partie internet, je vais m'authentifier quand même. Voilà. Ah, et ben je vais pas pouvoir vous le montrer puisque j'ai pas ma clé de sécurité pour m'authentifier qui est à côté. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer malheureusement. Donc je vais rester là-dessus. Mais en gros, en faisant une pull request, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez demander l'autorisation pour créer comment on appelle ça, pour merger deux branches. Vous allez demander l'autorisation en fait à votre collègue si ça a été bien fait. De cette là, votre collègue va vérifier. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même. Ça pourrait être quand même intéressant. On va le faire comme ça. Tac. Est-ce que ça... Alors pour qui veut pas lui... Alors ça c'est super rigolo. D'accord, donc on va le faire comme ça, on va le faire de manière différente, c'est pas grave. Hop, et là on va vous montrer. Alors, il faut juste que je change un petit peu mes paramètres. Voilà. Donc là je me retrouve sur mon repo de test. Vous voyez que j'ai bien ma branche main. Là, il me dit que en gros, j'ai bien pushé une branche feature authentication. Si je regarde ici, vous voyez main, develop et la feature authentication. Et en gros, si je reprends le lien, si je reclique sur le lien de l'autre côté, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà. On va arriver sur une branche comme ça. Ça va, en fait, ça va vous dire, moi, je veux créer une pull request entre ma branche Feature Authentication et la branche Main. C'est pas ce qui nous importe. Nous, c'est la branche Develop. N'oubliez pas, c'est dans le cadre de diminuer l'impact des bugs sur la branche Main. Donc, on va d'abord la pusher sur Develop. On l'a testé, notre branche en local sur Feature Authentication. On va la pusher sur Develop. On va faire nos tests sur Develop, d'accord? Ça marche sur Develop, on va faire exactement la même chose, une autre pull request sur la branche main, d'accord? Donc là, par exemple, on va faire ça. Alors, là, vous avez deux modes pour faire. Là, vous voyez en mode Unified, vous pouvez le voir en mode Split. Donc là, vous allez comparer en fait les deux projets côte à côte, les deux fichiers côte à côte. Donc là, il n'y a rien, c'est normal, il n'existe pas et on voit la différence. Donc là, c'est le fichier introduction, il m'a créé ça, avant il n'y avait rien, ça ne peut pas poser de problème. Et je regarde tous mes fichiers, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Alors, d'ailleurs, normalement, il y a un petit bouton. Alors, il m'a créé ma pull request normalement. Alors, pourquoi il ne l'a pas faite? Alors, c'est peut-être parce que, non, je suis authentifié, feature. Non, c'est pas celle-là, forcément, il me dit que c'est la même. Et là, normalement, ils ont peut-être changé l'interface. Il faudra que je revienne dessus, mais il y a un bouton normalement. C'est peut-être parce que je ne suis pas réellement authentifié. Il y a un bouton normalement de création de pull request et qui va faire ce changement-là. Donc là, peut-être que c'est différent d'avant. Il faudra que je regarde ça. Toujours est-il qu'en gros, une pull request, ça va faire ça. Et derrière, la personne va pouvoir vérifier. Et dès qu'elle aura vérifié, validera la pull request. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on va intégrer les changements dessus. Alors, Charlène, je vois ton message d'utiliser VS Code par rapport alors ce qui est en bas de l'écran, c'est le terminal. Et clairement, oui, c'est possible.
Le problème, c'est que faudra toujours être capable d'utiliser les commandes dans le sens où si vous avez un problème sur le GitHub, sur Git en règle générale, il faut toujours comprendre comment changer la donne. Clairement, VS Code ne te fait pas tout. Il y a des commandes que tu ne peux pas utiliser sur VS Code. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir les utiliser, de les connaître et donc de pouvoir les utiliser en bas. D'accord ? En plus de ça, en tant que développeur, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas utiliser votre souris. Donc, si vous devez utiliser la souris pour aller autre part, eh ben, vous allez perdre du temps, et le temps, c'est de l'argent. Et puis, vous perdrez du temps de développement. Donc, je vous invite grandement, surtout vous qui êtes en train d'apprendre, à apprendre vraiment les commandes. D'accord ? Quand vous maîtriserez bien les commandes, utiliser les interfaces, c'est pas mal. Vous pouvez déjà les utiliser, mais si vous connaissez bien les commandes. De la même manière, regarde, si je reviens sur le code, donc on revient ici, boum, transition. Ici, je vous ai montré le Git graph, donc on voit ici directement. Donc normalement, si je rafraîchis, vous voyez que la feature authentication et origine, qui est donc mon truc distant, il se trouve là. Par contre, ma branche main, ma branche develop se trouve là, et ma origin main se trouve à ce niveau-là. D'accord ? Ils n'ont pas ce commit là, par exemple, en distanciel. Par contre, en distanciel sur ma branche feature authentication, ils ont ça. D'accord ? Donc là, vous pouvez le voir. Ça, c'est de l'interface. Mais vous pouvez utiliser, alors je pense que c'est un S, non, je me cours toujours. Vous pouvez regarder les git logs. Là, ils vous montrent exactement la même chose. Et je pense qu'il y a possibilité de les faire en visualisation également. Je vais aller sur un site rapidement pour voir ça. Hop. Tac. Voilà. Alors, comment ils font ? Voilà, c'est ça. Alors, on va essayer de l'air. Boum. Et je retiens par la suite. Ah bah non, on va pas le retenir parce que ça va être compliqué. Vous pouvez faire une commande comme ça, je pense. Donc là, c'est déjà un peu visible, mais vous pouvez, je pense, rajouter ça, qui vous donne un petit peu plus. Vous voyez, il donne en ligne en colonne et tout. Bon, là, j'ai pas beaucoup de différence entre mes comment on appelle ça, mes branches, donc ça se voit pas trop, mais normalement il peut vous faire à peu près le même dessin qu'au-dessus, d'accord ? Donc voilà. Et ça, clairement, vous n'avez pas besoin de l'interface pour le faire, d'accord ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Alors, je vous avais montré le git flow. Ah oui, si. Très important. Alors, en gros, ça c'est pour le git flow, pour commencer un projet. Je pense que je vous ai donné les bons petits tips pour commencer. Il faudra quand même que vous l'appropriez, que vous l'installiez, que vous l'utilisiez pour pouvoir le manipuler. Je vais vous donner quand même un tips qui ne va pas vous servir pour le projet prochain, mais pour dans d'autres, et là ça ne va pas que être les C23, ça va être pour les autres cohortes, c'est que quand vous allez commencer sur un projet, première chose que vous devez faire, déjà vous allez devoir essayer de lire la documentation, essayer de vous approprier le code. Donc peut-être que vous n'allez rien comprendre au code, mais il faut déjà essayer de comprendre comment c'est structuré, comment la personne a travaillé dessus. Les données, par exemple, la base de données ou ce genre de choses, comment ça a été créé également. Et vous pouvez vous intéresser à l'historique de Git. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, l'historique, avant d'aller sur l'historique, c'est un projet
sur lesquels vous arrivez, vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, vous avez des commandes. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que Brou là? Oui, donc Brou là. Donc en fait, vous avez une commande qui s'appelle cloc. Oui, cloc. Et en fait, qui va vous permettre de faire des statistiques. Par exemple, de compter le nombre de fichiers que vous avez, de fichiers uniques que vous avez, des fichiers ignorés pour le Git, mais alors, ça c'est déjà des bonnes choses, mais ce qui est ultra intéressant, c'est de savoir surtout la proportion de langage que vous avez. Par exemple, le HTML, c'est par exemple la prédominance de votre projet. Vous savez que c'est un projet qui va faire du web, d'accord? C'est bête à dire, mais vous êtes peut-être sur un projet low level. Ben, là, vous savez que c'est pas le cas, vous avez du HTML. Vous pourriez avoir du JavaScript, du Twig, pour ceux qui connaissent, du Python, du C. Il va tout vous répertorier. Ça vous donne un ordre d'idée sur le projet sur lequel vous vous lancez. Ensuite, il y a d'autres commandes. Pour, par exemple, savoir la taille la taille des fichiers en eux-mêmes, quels sont les plus gros fichiers, et ainsi de suite. Je pense que c'est Clou qui fait ça, je ne sais plus exactement, je pense, mais faudra regarder. Il y a des commandes en fait qui vous permettent. Il y a toute la sécurité si vous utilisez un framework. Il y a également, vous pouvez regarder, par exemple, alors je pense de souvenir avec Git, c'est GitBlab, qui vous donne le nombre de commits par personne sur le projet. Ce qui veut dire qu'en gros, vous savez que la personne qui a commité le plus de choses sur le projet, c'est celle qui est normalement qui connaît le mieux le projet. Donc celle vers laquelle vous pouvez vous tourner pour lui poser des questions. Pas la harceler, mais lui poser des questions. Ce que je veux dire par ne pas la harceler, c'est renseignez-vous d'abord pour bien maîtriser le projet, pour pouvoir lui poser les bonnes questions et pas trop l'embêter, parce qu'il y a sûrement d'autres choses à faire. D'accord ? Donc voilà. Est-ce que vous avez... Alors je vous attends un petit peu, mais est-ce que vous avez des questions à me poser ? À mon avis. Je ne vois pas de questions qui arrivent, donc je pense que c'est bon. Pour moi, j'ai fait un petit tour, peut-être un petit peu rapide, mais c'est pour que vous ayez déjà un prémisse en fait sur le GitFlow, comment l'utiliser pour vos projets derrière. Ça, c'est au niveau technique. Je vais en profiter quand même sur une autre chose. Pour les projets de groupe, quand vous voulez commencer, ce qu'il faut, c'est trouver une méthodologie de travail. Avant même de commencer le code, avant même de créer le Git et ainsi de suite, ce qu'il faut, c'est lire la documentation, lire le sujet, poser des questions si vous n'avez pas de sujet, créer votre cahier des charges. Dès que vous avez ça, vous vous concertez avec votre équipe et vous dites bon bah moi je vais m'occuper de ça, je vais faire ça. Je vais le faire comme ça, par exemple, toi tu vas t'occuper de telle fonction, moi je vais m'occuper de telle fonction, je vais avoir besoin de la tienne, donc j'ai besoin de tel prototype de fonction. De cette là, vous pouvez travailler en sachant que votre collègue, il va vous faire une fonction avec tel prototype. Vous savez exactement ce que ça va vous retourner, donc même si ça ne va pas vous fonctionner, puisque le code vous ne l'avez pas encore, vous savez que vous pouvez déjà l'utiliser dans votre code. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez déjà bien déterminé comment vous allez travailler ensemble. Donc ça, c'est ultra important. Ensuite de ça, et c'est à partir de ce moment-là uniquement, que vous pouvez mettre en place votre Git, vos branches, en utilisant par exemple GitFlow. GitFlow, je tiens à vous dire par contre que c'est en local, ça fonctionne pour le local. C'est-à-dire que si vous utilisez le GitFlow, il faut que vous mettiez d'accord avec votre partenaire, votre collègue, pour utiliser GitFlow avec les mêmes features, les mêmes préfixes de branches que vous. D'accord ? C'est ultra important. Voilà.
Eh bien écoutez, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Une petite intro sur la gestion de projet. Il y en aura d'autres, je pense. Euh, et je m'arrête là pour aujourd'hui, je pense. Allez, bonne continuation et puis à très vite.